Bienvenue dans Technologie en pratique, une émission podcast de Equité où nous plongeons dans le monde fascinant des outils et techniques qui transforment le développement logiciel. Je suis Romain Roswick et je vais oser poser des questions inavouables, incongrues et simples pour mieux comprendre le mode de fonctionnement de la technologie. Bonjour, je m'appelle Julien. Bonjour, je m'appelle Denise et je suis sur le podcast Equité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, nous allons parler d'intelligence artificielle, de données, de souveraineté aussi nationale française, de manipulation de données. Voilà, un sujet très très vaste et large. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé à ces deux personnes de venir pour échanger avec moi, parce que je regarde depuis quelques temps des documentaires basés sur Arte. Je vais vous mettre les liens dans la description pour que vous puissiez avoir les références et quelles sont mes sources en fait. Et je me pose tellement de questions et je voulais avoir des points de vue un peu différents et savoir si mes inquiétudes étaient vraies ou si pour le coup c'était encore un peu du mythe. Et avant ça, moi ce que je vous propose c'est un peu de vous présenter parce que les gens ne vous connaissent pas forcément. Alors Julien, c'est un récurrent, on va dire, un habitué, un invité permanent. T'es le... Comment il s'appelle, dans quelle époque? T'es De Chavannes. Voilà, t'es l'invité permanent. Ouais. Voilà, c'est ça. Julien, tu peux te présenter. Julien, c'est écrit dessus, associé chez Equité. Je suis aussi freelance, j'enseigne à l'université, un peu speaker, Orga, Cloud Nord. Donc voilà, j'ai un peu tout ça. J'aime coder, je fais du dev back, du DevOps. Et voilà. Ça, c'est mon domaine de compétences. Super. Bon, moi c'est Denise. J'ai pas le... T'as pas le... Mais tu n'es pas Equité. C'est vrai, moi je suis Argios. Je suis data scientist chez Argios. Et dans un sens plus général, je suis scientifique. Ouais, Donc, carrément. j'ai une thèse en biochimie, biologie moléculaire. Ouais. Donc j'ai travaillé longtemps au CNRS et aussi à l'INSERM. Et à partir du moment où il y a eu confinement, j'ai rejoint cette armée de personnes qui ont voulu se réorienter. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce que j'aime faire. C'est les données, toucher aux données, analyser des données et essayer de voir qu'est-ce qui se passe derrière les données. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint Argios et aujourd'hui, je suis data scientist. Super. Alors, vous avez compris, Denise n'a pas son brevet des collèges. Donc, elle n'est pas du tout au niveau pour faire ça. Il fallait que je fasse sa petite blague. L'inclusivité, c'est important. Il faut inclure les gens, même comme moi. Voilà. Pour lancer un petit peu le sujet, j'ai donc pour rebondir sur les documentaires que j'ai vus sur Arte, particulièrement sur l'intelligence artificielle, il faisait un focus sur ce qui se passait en Europe, sur l'intelligence artificielle. Et la morale en fait du documentaire montrait qu'on était complètement à la rue parce que en fait on n'avait pas assez de frappe d'investissement et d'utilisation. Et ils expliquaient que c'était un risque pour l'Europe et donc a fortiori pour la France de se faire déborder par les Américains parce qu'ils sont déjà bien là, ils sont déjà bien présents, et aussi par les Chinois parce que les Chinois on les entend pas encore ici parce qu'ils le font tout chez eux dans un coin, mais ils ont une force de frappe de tous les diables. Alors, quand je vois ça, tu dis, le constat, il est... qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et j'aimerais un peu comprendre, en tout cas le modèle, les différents types d'intelligence artificielle qu'il y a et les mythes, en fait, qui existent. Est-ce que tu peux rebondir un peu sur ce genre de choses? Sur les différents types d'IA, ce que les gens ont découvert en premier, c'est ChatGPT. Oui. La vraie révélation, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. C'est l'arrivée de ChatGPT qui a ramené les premiers usages d'IA à un peu tout le monde. Nous, développeurs, vous, data scientists, mais toi, tu utilises l'IA autrement que les développeurs. Et puis, ça devient accessible à tout le monde. Donc, un étudiant qui a besoin d'aide pour écrire son mémoire, il peut utiliser cet outil-là. Un lycéen qui a besoin d'aide sur son exercice de maths, il lui pose la question. Donc, tout le monde s'en sert un petit peu. Et donc, voilà, ça, c'est l'outil qui est arrivé le premier entre guillemets, sur le grand public. Et dans le monde du développement, je peux en parler parce que c'est aussi mon milieu. On a aussi des IA qui arrivent, mais elles sont un peu plus spécialisées sur l'écriture de code, sur l'écriture de tests, sur la compréhension de code source. Probablement qu'elles ont été entraînées spécifiquement sur ce genre d'objet. Et donc là, les usages, c'est pour les développeurs, c'est d'accélérer leur écriture de code en ayant une espèce de complétion magique qui a appris sur du code et donc qui est capable de sortir du code source et de le générer. Ça, c'est les usages d'IA qu'on peut observer un peu basiquement. Le côté grand public, le côté développeur. Puis après, il y en a plein d'autres. Alors, pour rebondir sur l'aspect étudiant,
C'était une expérimentation de Éric Caron qui avait fait l'examen du bac l'année dernière en philosophie. Lui, il a eu 17 sur 20 et ils confrontaient ça à ChatGPT. ChatGPT, il y a eu 11. Alors forcément, dans la génération et dans la logique, pas trop de soucis. Parce que 11, bon, pour quelqu'un qui a pas envie de faire grand-chose, 11, ça passe. Forcément. Mais J'ai eu moins que ça. t'as eu moins que ça? Moi, j'ai eu 10. Pourtant, j'aime bien lire la philosophie, mais j'aime pas l'écrire. C'est ça. Ah, moi, je l'ai pas eu, alors. Voilà. Bon, comme ça, on est bon. Et donc, forcément, bon, Éric Caron, il est quand même un peu politisé. Donc, il a dit, oui, voilà, on n'est pas encore avec l'intelligence artificielle remplace l'homme ou l'humain ou machin, ce genre de choses. Il a pas compris que c'était un outil informatique, mais bon, c'est pas grave. C'est déjà, enfin, faut se rendre compte d'un truc. Hein, c'est un outil informatique qui arrive à écrire de la philosophie, une dissertation philosophique, et qu'un professeur récupère la copie et il a 11 sur 20. Quoi. C'est quand même une prouesse technologique, quand même, merde de rien. Ouais. Et c'est normal pour les profanes que ce soit effrayant. Je dis, purée, demain, on va se faire remplacer, machin. C'est un peu compliqué, en fait, à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça que je te disais, je peux rebondir sur les étudiants, ok? Pour les développeurs, bah, c'est pareil, comme tu disais, c'est qu'il y aura forcément un remplacement probable ou pas. Et en fait, il y a quand même de la crainte et de la peur. C'est quoi ton point de vue, toi, Denise, toi qui l'utilises depuis, ou qui en fait, qui en fabrique même? En fait, le concept de l'intelligence artificielle, plus précisément le machine learning, Ouais. et même si on est puriste, les statistiques, ça existe depuis des siècles. Depuis les années 1900, enfin les débuts des années 90, déjà on parlait d'intelligence artificielle. Tu as un certain nombre important d'exemples. Tu dis voilà, il y a toutes ces données d'agences immobilières qui donnent voilà cette taille de maison dans ce quartier-là avec autant de pièces. Je l'ai vendu à ce prix-là. Deuxième ligne, deuxième maison. Combien de surface, combien de pièces, quel quartier, quel prix. Vous ingurgitez ça dans un modèle mathématique qui s'appelle régression linéaire et vous pouvez dire voilà maintenant cette maison que tu n'as jamais vue, que aucun de tes agents immobiliers n'ont jamais vu, à ton avis, à quel prix je le vends? Et il vous donne un prix qui est vraiment précis. D'accord. Donc ça existe depuis très longtemps. Ok. Au fur et à mesure qu'on a commencé à utiliser ça, on s'est rendu compte que, en fait, pour que le modèle donne quelque chose de précis et utilisable, il faut beaucoup de données. D'où tout le hype Big Data. À un moment, on ne parlait que de Big Data. Tout à fait. On va faire du Uber, on va faire du, je ne sais pas, les Airbnb, les machins. Ouais. On collecte du data et ça, c'est notre monnaie courante. Et on va, avec le Big Data, on va gagner beaucoup d'argent. Donc tous les venture capitalistes ont investi dedans. Il y a une histoire d'argent, en fait, dans la finalité. Ouais. Et quelques années après, vous prenez ces mêmes pitch decks, vous remplacez Big Data avec crypto, vous faites vos pitch, vous dites voilà, avec crypto, ça va super bien marcher, machin. Maintenant, on enlève le mot crypto, on met intelligence artificielle et on fait les mêmes pitch decks. C'est pour ça que, par exemple, dans les pays comme chez nous, en France, on est trop intelligent pour se faire duper avec des trucs comme ça. Donc, quand on voit le trend, on n'a pas trop envie de dire oui, l'IA c'est trop bien, j'ai envie de l'utiliser tout le temps, je mettrai mes vies dans une entreprise de IA et tout ça. À chaque fois que moi j'ai une conversation sur l'IA avec quelqu'un, la question qu'on me pose, est l'intelligence humaine là-dedans? Et l'humain là-dedans? Oui. Alors que c'est intimement lié à l'humain. Mais il y a vraiment des frontières cognitives qui sont très embrouillées par rapport à ça. En Europe, on a, ce qui est une très très bonne chose, on protège beaucoup les données des individus. Oui. Le RGPD, toutes les législations sont les plus protecteurs, surtout pour l'Europe. En France, la CNIL joue beaucoup Ouais. là-dessus. Hein. Ouais. On est, je crois que l'un des pays les plus protecteurs dans ce domaine-là. À vérifier. Oui, non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des lois, le Il y a des vraies RGPD, lois, ouais, c'est ça. qui est là pour Et qui sont protéger exécutées. les données C'est ça qui est bien. personnelles. Et effectivement, ouais, il y a une volonté d'exécution, alors forcément imparfaite, voilà, mais il y a effectivement cette volonté de protéger les données personnelles des personnes, pour pas que ce soit exploité derrière de manière malveillante, pour éviter toutes les failles de sécurité qu'on connaît, ce genre de choses. Mais effectivement, derrière, le sujet autour des données personnelles, des big data, etc., et de l'IA, c'est que pour faire apprendre une IA à faire des trucs,
il faut lui donner des données. Et par exemple, ce qu'a fait OpenAI pour entraîner ChatGPT, c'est qu'ils ont pris plein de trucs sur Internet, ils l'ont fait passer dans leurs algos pour entraîner leur algo à comprendre le langage naturel et être capable aussi de le ressortir en résultat de réponse à une question. Tu pourras, je pense, nous expliquer comment marchent les stats derrière, mais voilà, grosso modo, c'est ça l'idée, c'est qu'on a alimenté ChatGPT avec tout ce qui était possible de récupérer sur Internet. Et à la fin, on a un modèle qui se trouve être capable de comprendre du texte et le générer. Et derrière tout ça, ça pose des questions sur quelle est la source des données qui est servie à alimenter le truc et à la fin qui gagne de l'argent avec cet outil. Puisque ChatGPT a été entraîné avec des données qui viennent de Stack Overflow, de Wikipédia, de GitHub, pour la partie code. Et tout ça sont des données... Overflow. Ouais, voilà, toute la partie Stack Overflow. Donc des gens qui ont contribué du contenu, qui ont créé du contenu, qui l'ont mis à dispo peut-être gratuitement, mais aussi peut-être du contenu sous licence. Des articles du New York Times, des articles du Monde, tout ce qui était public et accessible, ça a servi à alimenter ce modèle. Ou de mauvaises informations. Et potentiellement aussi des mauvaises informations, des posts sur Reddit un peu chelous qui disent que pour être en bonne santé, il faut manger 1 caillou par jour, ou bien rajouter de la colle dans son fromage de pizza pour que le fromage attache mieux à, je la connaissais à la pas, sauce celle-ci. tomate. Ouais, c'est... Et ça fait partie des... Mais c'est Donald Trump qui a dit ça, c'est pas possible. Ouais, non, il y avait une histoire d'eau de Javel ou un truc Ouais, comme c'est ça, avec parce le que Covid, Ouais, hein. il avait dit Javel, Et il a constaté mais la que... colle de fromage à pizza, c'est Reddit. C'est vrai. Ouais, et il l'a ressorti, le modèle. Et en fait, tout ça, c'est du contenu qui est pas qualifié. Donc il y a du contenu humoristique, du bon contenu, du mauvais contenu. Et dans tous les cas, il y a aussi des sujets de propriété intellectuelle des contenus, de l'accord préalable de la personne qui a produit le contenu à son utilisation dans une IA. Et a priori, parce que on ne sait pas, OpenAI n'est pas du tout transparent sur quelles sont les sources de données qui ont été utilisées. Ils nous disent Stack Overflow, Wikipédia, ouais mais ok, on n'en sait pas plus. GitHub Copilot a appris sur du code qui était du code open source, peut-être soumis à licence. Et donc du coup, quand du code est généré par Copilot, c'est peut-être aussi du code qui doit hériter de la même licence que le code sur lequel il a appris, parce qu'il y a des licences qui sont comme ça, avec propagation de la licence en fonction des travaux dérivés du code source. Et donc voilà, donc il y a ces sujets-là qui se posent. En fait, les Américains ne se les posent pas trop. C'est Et super donc, ils sortent opaque leurs en fait. produits. Ouais, c'est super opaque. Ouais. Est-ce que tu connais l'expérience de la pièce chinoise? Oh, alors là non, tu vas m'expliquer, ça m'intéresse. C'est le Chinese Room Experiment. Ok. Il y a quelqu'un à l'intérieur d'une pièce. Imagine comme les guichets à la préfecture, il peut communiquer des papiers avec quelqu'un qui est à l'extérieur. Donc la personne qui est à l'extérieur a un jeu de cartes avec des phrases en chinois écrites dessus. Il donne ces fiches-là à la personne qui est à l'intérieur de la pièce. Par exemple, c'est marqué « Bonjour, comment ça va dedans ?» Et lui, il regarde, le dos de la carte est rouge. Il va prendre la carte rouge, c'est marqué « Je vais très bien, merci et toi ?» Et il va le donner. La personne qui est à l'extérieur de la pièce, qui donne ses cartes, lui, il parle chinois. Et les réponses sont cohérentes. Du coup, il a l'impression que le guignol à l'intérieur parle chinois. C'est exactement ça. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, avec ChatGPT, il y a cette illusion de la pièce chinoise. Tout à fait. Et il y a aussi un deuxième phénomène que moi je constate, c'est que les gens, collectivement, nous avons oublié comment marchait Google Search. Si tu me donnes le sujet de bac et que tu me dis, Denise, tu ne peux rien mettre de ce que tu sais, toutes les questions, comme tu veux, tu dois les chercher sur Google. Peut-être que j'aurai 11 malgré moi. Ce n'est pas dit. Oui. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Je chatte avec un copain sur Internet et il me dit, ouais, il y a ce bruit bizarre qui vient de ma voiture. Moi, je Google le bruit bizarre comme ça dans la voiture et puis je lui dis, est-ce que t'as fait checker le croix de distribution alors que j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. De ce que c'est, ouais, ok. Je conduis une automatique. Et lui, il fait, ah oui, attends, je vais checker ça. Une semaine après, il dit, bah effectivement, c'était ça. Mais tu connais super bien en voiture et tout. Et moi, je suis là, ah, c'est quoi un panneau? C'est pas du tout le cas. Donc, je pense que, vu qu'en plus, il y a cet aspect conversationnel, on a cette illusion que c'est conscient et que c'est vraiment, entre guillemets, une intelligence. Alors que ce n'est pas le cas. Ouais. Je vais essayer d'illustrer ça par une expression bien française. Chacun voit midi à sa porte. C'est un peu ça l'illusion. Alors ça, j'aime bien ton truc. C'est l'illusion de croire qu'il y a un sens. Voilà. Ouais, parce que
ChatGPT, il a réponse à tout. Tu lui poses une question, n'importe laquelle. Mais c'est toi quelle qui est- valide le quelle fait est que la ça a du forme d'un sens. œuf de vache. Et alors, ça a évolué forcément, mais sur les premières versions, il répondait. Oui. Il répondait un peu n'importe quoi, mais il donnait une réponse. Et en fait, ça fait peut-être aussi partie de l'entraînement du truc. Hein. Il donne une réponse, et puis après, si tu lui dis, bah non, c'est pas le cas, il dit, je m'excuse, voilà, tu vois, tu lui dis, bah non, les œufs de vache, c'est carré, il dit, ah, mais oui, c'est vrai, j'avais oublié cette information, les œufs de vache sont effectivement carrés, et puis il te fait tout un blabla autour. Et ça, en fait, le fait qu'il ait systématiquement une réponse à tout, on a l'impression que c'est quelque chose de super intelligent, parce que oui, il a une réponse, mais on n'est pas capable de vérifier la véracité de ce qu'il nous dit. Et effectivement, le côté conversation Oui. est hyper perturbant. Oui. Et c'est ce qu'il n'y a pas dans Google, en fait. Dans Google, tu as un champ de recherche. Tu peux y mettre une question, Ouais. mais tu reçois des résultats de recherche. Tu T'as reçois pas une des réponse à résultats, ta ouais. question. Oui. Tu as des résultats de recherche. Et là, en fait, tu as l'impression de dialoguer avec quelqu'un. Ouais, un Il correspondant. y a quelque chose, quoi. Une correspondante. Il y a un truc qui te quelqu'un. répond. Voilà. Tu lui donnes ton prénom, il te parle avec ton prénom après. Ouais. Et du coup, effectivement, ça crée une espèce d'anthropomorphisme un peu chelou. Et du coup, comme l'être humain est on va dire, bon par nature, tu te dis forcément ce truc-là, il va être gentil avec moi, et il me parle, et il dit forcément la vérité. C'est une entreprise américaine qui l'a fait, on peut lui faire confiance. Les sources de données sont fiables, c'est Internet. Et après, on oublie que c'est une IA qui a un algo qui génère le texte le plus probable par C'est rapport ça. au contexte que tu lui as donné. Et donc, oui, ça a de grandes chances d'être vrai, mais ça peut aussi être faux. Et on en oublie l'esprit critique quand on utilise ce truc-là. Et c'est pour ça que quand Google a commencé à mettre de l'IA il y a quelques semaines dans son moteur de recherche, ce qu'ils ont fait, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a quelques semaines, ils ont mis, en plus de la recherche classique, quand tu mettais un petit bout de texte dans la barre de recherche, il répondait avec une réponse générée par IA, et puis ensuite les résultats de recherche classique. Et ces réponses générées par IA, bah forcément, c'est comme du chat GPT, ça génère du texte qui a appris à partir de tout un tas de sources, mais dans les sources, par malheur, il y a une source qui s'appelle Reddit, qui est un forum en ligne qui contient des données plus ou moins intéressantes et énormément de données de qualité plus ou moins raisonnable, des trolls, des blagues. Et donc, bah oui, il a appris là-dessus. Et ce qui On se a la passe, c'est que- concentration du sarcasme humain là-dedans. c'est ça, c'est ça. Et donc, tu te retrouvais à avoir des réponses complètement aberrantes. Donc, tu posais la question, bah, comment faire pour que le fromage soit plus adhérent à ma sauce tomate sur une pizza. Et quelque part, en fait, sur Reddit, un jour, cette question-là, il y a eu une réponse, c'était mets de la colle dans ton fromage, Purement troll. qui est une bonne blague, sauf que ça remonte en résultat de Wow. génération de Google. Et donc forcément, ça doit se passer. Et je suppose que chez X, donc Twitter, ils sont en train de travailler aussi sur leur IA qui va s'appeler Grok, je crois, de mémoire. Et eux, ils apprennent sur leurs données à eux. Donc très bien, Twitter, il y a énormément de données. C'est aussi pour ça que Elon a essayé de commencer à sécuriser la façon dont les gens étaient capables de prendre des données de Twitter. C'est aussi probablement pour éviter que les concurrents futurs IA nous puissent consommer Twitter pour alimenter leur propre modèle, pour que lui puisse le faire. Je pense qu'il a dû réfléchir à ça. Enfin, on voit ça a posteriori, mais c'est quand même un gars un peu visionnaire. Et donc là, il y a quand même de grandes chances que l'IA de X ait le même problème, parce que sur Twitter, il y a quand même pas mal de conneries. Ouais. Et donc, il y a quand même de grandes chances que le truc à la fin génère aussi des conneries du même niveau que ce qu'on a pu voir sur Google. Dans Data Science, on appelle ce phénomène junk in, junk out pour le modèle. Et le modèle, le type de modèle que c'est le chat GPT, c'est compléter la phrase, le sentence completion. C'est-à-dire que vous lui donnez comme prompt, aujourd'hui nous avons fini notre cours sur Python, maintenant on va faire un examen de code sur 3 petits points, Oui. et lui il va dire Python, mais jamais il va dire attends, on n'a pas fini le cours, il y a encore 3 chapitres, parce qu'il n'a pas le contexte, il n'a pas la conscience. C'est Ok. un peu Alors. comme ça. Par contre, dans tous les exemples et les illustrations que vous avez données là depuis tout à l'heure, ce sont toutes des boîtes, des entreprises ou même des initiatives qui sont pas françaises. Ouais. Qui sont pas européennes. C'est quand même intriguant. Et est-ce que derrière, en fait, on a déjà carrément loupé le wagon et la guerre, entre guillemets, a à peine commencé qu'on a déjà perdu? Parce que toutes ces données
tout l'entraînement qui est déjà fait, nous on n'a rien. Ou je sais pas, on peut avoir des choses, mais pas à cette envergure-là. Ça pose question. Est-ce que ça va devenir un problème demain pour notre souveraineté, pour notre indépendance, pour se dire, est-ce qu'on se ferait pas manipuler ou est-ce que c'est quoi la crainte, tu vois? Et là, je fais la théorie du complot exprès. Ouais. C'est pour répondre à toutes les questions que j'entends et que j'essaye de rassurer un petit peu. Mais bon, je suis pas comme vous, quoi. Je suis pas légitime. Je vois un part de hype exprès là-dedans que j'observe depuis plusieurs années. Afin de pouvoir avoir du financement de l'État, à un moment, les entreprises, que ce soit chinoises ou surtout américaines, ont monté une espèce d'inquiétude en disant, voilà, l'enjeu IA, c'est un enjeu de défense du pays, national. Défense nationale. On va exporter dans d'autres nations notre suprématie. C'est un peu comme comme les Américains font. Hein. Ils exportent leur justice en Europe. Ils n'y arrivent pas en Chine, mais ils le font en Europe. Ouais. C'est un peu ça l'idée. J'ai longtemps travaillé dans le secteur de santé, surtout en oncologie, donc pour le cancer. Et la plus grande question, c'est où est-ce qu'on va trouver de l'argent pour faire de la recherche? Je peux trouver de l'argent avec des fondations qui financent ça. Mais le meilleur de l'argent, c'est quand même, si vous pouvez taper à la budget défense d'un pays, c'est impressionnant comme somme d'argent que vous pouvez ramasser pour votre recherche. Ok, la recherche, vraiment, c'est pour le bien de l'humanité, comme toutes les recherches fondamentales. Mais si jamais vous dites, voilà, moi je fais des modèles de machine learning, je vais bien calculer, je vais trouver un algo qui va résoudre tous les Hamiltoniens et puis les équations qu'on n'arrivait pas à trouver. Le ministère qui regarde ça, qui écoute ça, il s'est déjà endormi. Alors que si vous dites, les Chinois, ils sont plus avancés que nous. En Europe, ils ont fait ça. Aux États-Unis, ils ont fait ça. C'est imminent. Là, il y a un danger. Et c'est pour notre sécurité. Et là, c'est beaucoup plus facile de mobiliser des fonds. Je pense qu'il y a un enjeu comme ça. Donc on revient sur un schéma, on va dire classique. Utiliser la peur pour dire il faut qu'on se sécurise et donc on va mettre des investissements de malade pour faire ça. Mais par contre, il y a un impact qui est pas maîtrisé en fait au bout du compte. C'est que nous, quand je dis nous, c'est Français ou Europe, c'est pas du tout la même mentalité, c'est pas du tout la même philosophie, c'est pas la même approche. Et donc on prend la vague directement et on subit. Je me trompe ou c'est c'est pas un point de vue que vous partagez? Non, c'est peut-être possible en fait. Typiquement, ChatGPT, ce qui donne l'impression, quand on observe un petit peu ce qui s'est passé, c'est que personne s'y attendait. Il y a ce truc-là qui a débarqué, qui marche quand même plutôt pas mal, et tout le monde s'est dit, wow, mince, ils ont réussi à construire ce truc-là. Et donc, derrière, il y a quand même des années de travail, des investissements sur la recherche, de l'infrastructure, parce qu'il faut des serveurs pour faire tourner ça. Ils ont acheté énormément de puissance de calcul. Microsoft les a sponsorisés en leur donnant des crédits énormes. Et puis après, ils ont racheté aussi la boîte. Il y a des choses comme ça. Et donc, grosso modo, effectivement, il y a des années de travail derrière. Nous, on découvre un produit qui est fonctionnel et on se dit, merde, ok, là, les Américains, ils ont sorti des IA et nous, on en est au stade 0. Alors après, c'est pas mon domaine de compétence, mais de l'extérieur, on a l'impression que c'est ça. Et effectivement, quand on regarde un petit peu, on a l'impression que toutes les entreprises américaines sont déjà prêtes, ont déjà toutes les infrastructures qu'il faut, et ils continuent à investir massivement. Et nous, on a l'impression en Europe d'être déjà largués, alors que ça vient juste de commencer. C'est ça. En fait, et j'ai l'impression que la compétition, il y en a pas. C'est une domination. C'est les limites. Excusez-moi de l'image, mais c'est un empire qui reprend encore du territoire. Ça me fait penser à ça. Hein. C'est le constat qu'on peut avoir avec un regard un peu extérieur. Après, il y a des tas de boîtes françaises qui innovent énormément et qui ont réussi à prendre le virage. Bien sûr. Et à proposer des services et des innovations tout de suite. Et ces choses-là sont pas hyper médiatisées et donc du coup, c'est pas forcément visible du grand public. Alors, il y a eu un petit peu de bruit autour de Mistral qui a tout de suite proposé un modèle qui parlait aussi bien que ChatGPT. Donc ça, c'est plus la partie logicielle. La partie infrastructure, on sait que Microsoft a mis énormément de moyens dans ses data centers et ils achètent énormément de cartes graphiques à Nvidia pour aller racker des GPU dans les data centers parce que derrière, à la fin, les calculs statistiques qui sont opérés par les modèles, il s'avère que ça marche bien
sur des GPU parce que ça fait du calcul matriciel, des trucs comme ça. Et donc Nvidia, eux, ils se sont dit ok, on va construire des puces exprès pour faire tourner les modèles d'IA. Nous en Europe, on n'est pas à construire des puces. Par contre, on outille les data centers. Donc il y a des data centers Scaleway, pour des Scale, etc. Eux, ils achètent du GPU pour les mettre à dispo des entreprises qui souhaiteraient entraîner leur propre modèle et s'outiller avec de l'IA et pas simplement dépendre d'un modèle qui a été entraîné sur des données américaines dont on ne connaît pas la source, qui rapporte de l'argent ou faire des appels d'API à ChatGPT et encore envoyer de l'argent chez eux et faire tourner son infra sur Microsoft parce que tout ce pognon-là, il part aux États-Unis et eux, ils continuent à investir cet argent-là et donc ils ne font que grossir. Il faut essayer de garder aussi un peu la partie économique en France. Si on peut faire tourner des GPU, certes fabriqués en Asie et conçus aux États-Unis, on les fait tourner en Europe, on ramène une partie de l'économie quand même sur des boîtes européennes pour favoriser l'innovation. C'est aussi un enjeu en fait, ça c'est vrai au-delà de l'IA. Oui. Faire tourner des data centers en Europe sur des technos françaises ou européennes, ce que fait Clever Cloud et ce que fait Scaleway, c'est absolument génial. Si personne ne consomme ces trucs-là, ça veut dire qu'on donne de l'argent à Google, à Microsoft, à Amazon, et eux, ils continuent à innover, à évoluer. Et Clever et Scaleway, comme ils rentrent pas de pognon, ils peuvent pas évoluer. Et donc, du coup, forcément, on se dit, le service, il est daté, etc. Mais ouais, mais si tu avais acheté dès le début chez eux, ça aurait entraîné le truc. Est-ce que pour vous, alors là, on va rentrer un petit peu dans un schéma un peu politique, et pour moi, je pense même au niveau européen, il n'y a pas assez de protectionnisme, en fait, au bout du compte. Ouais, les Américains, ils ont Mais eux, ils ont une politique comme ça, et nous, on se dit, non, venez. Enfin, et c'est ça que j'arrive pas à bien cerner, c'est que, alors au-delà des pouvoirs publics, et on peut mettre ça de côté, c'est que, est-ce que toi, Denise, de ton point de vue, est-ce que d'un point de vue recherche et technologiquement, on est à l'ouest, ou on se dit, non, on est à ça d'être plus ou moins au même niveau, et en fait, c'est que, entre guillemets, de l'investissement et du marketing et de l'utilisation qui s'amène derrière. Est-ce que dans l'IA, en fait, on a du retard déjà en recherche? Ce sont déjà trois chercheurs français qui ont inventé et introduit le deep learning. Donc nous, en tant que France, on n'est pas du tout à la ramasse. On est même au début de toutes ces technologies. À un moment, il y avait eu, par exemple, dans un secteur, dans un domaine à part, il y avait eu une discussion comme les pays industrialisés aujourd'hui ont pollué afin de pouvoir être industrialisés et passer devant aujourd'hui. Les pays en voie de développement, est-ce que eux, ils ont le droit de polluer pour pouvoir arriver au même niveau, alors que maintenant les pays industrialisés, ils sont en train de dire ouais, on devient écolo et tout machin. Est-ce que ça ressemble un peu à ce genre de discussion? Il y a eu énormément de scrapping, d'acquisition de données, d'exploitation de données, mais cachées, pour en arriver là. Est-ce qu'on doit rattraper ça, du coup, céder nos droits sur nos données? Ou bien, est-ce qu'ils sont en train de montrer quelque chose qui est certes valeureux, mais plus valeureux que ce n'est, pour que nous, on se dise, attends, je n'arrive pas à cerner tout ce que ça peut faire pour le moment, mais c'est en train de partir. Ils ont sorti un produit qui était ultra innovant, qui a ébloui tout le monde. Du coup, il faut que moi je saute sur le wagon, quitte à ce que je me débarrasse de mes effets personnels sur lesquels je tiens, parce que il y a un hype dessus. Je suis aveuglement, où je me dis attends, il y a certaines valeurs auxquelles je tiens, et donc je vais les suivre. Voyons où est-ce que ça va mener. Mais je rejoins Julien dans ce qu'il a dit. C'est effectivement, il faut s'attacher à nos moyens, à nos serveurs, à toutes les ressources que nous on peut avoir, au lieu de dire ouais, ok, maintenant c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire du ça. Je vais faire des appels API à ChatGPT au lieu de essayer d'entraîner mon propre modèle. Il y a énormément de modèles qui sont faits par des groupes français sur le Hugging Face. On n'est pas à la ramasse là-dessus, mais ça ressemble à des gens qui essayent de vous vendre un truc. Oui, aujourd'hui il y a une promo, mais ça finit dans 5 minutes. Tu l'achètes pas, ça ressemble à ça. D'accord, ok, c'est plus clair. Et en tout cas, bon, il y a quand même des choses qui existent. Ouais. Quand même pas forcément un espoir, mais pour ceux qui sont pas du tout acculturés à ces technologies-là, il y a des alternatives méconnues, encore une fois, mais en tout cas elles existent et on n'est pas à côté de la plaque.
Pour un peu conclure le podcast, on est en édition spéciale au DevFest. Je sais qu'il y a eu des conférences sur l'intelligence artificielle ici. T'en as été en voir aujourd'hui, Ouais. je crois. Ouais. C'est quoi ton retour là sur la conférence? Quels sont les principaux messages qui ont été passés? Et est-ce que tu es d'accord aussi avec ce qui a été dit? Oui. Alors, sur Delfest, il y a de plus en plus de talks sur IA qui s'ajoutent dans le programme. Et ça, j'en suis ravie. Et c'est toujours des conférenciers qui savent de ce dont ils parlent. Les personnes qui vont vous parler de data science sont des data scientists. Donc j'ai vu la conférence sur les champignons, qu'est-ce que les champignons peuvent nous apprendre sur l'IA. Et c'était vraiment fascinant, c'était ludique comme il faut. Sachant que je suis biologiste aussi, ça m'a beaucoup intéressé, c'était vraiment cohérent. Donc cet après-midi, on va en voir un autre sur de LangChain 4J. D'accord. Donc c'est vraiment top. C'est vraiment top. Bon, ok. Écoutez, on va conclure là-dessus. Si on dit que c'est top. Ça marche. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. Et j'espère que ça va vous plaire et on se dit à la prochaine. Ciao. À bientôt. Merci d'avoir écouté Technologie en pratique. Restez avec nous pour les prochains épisodes où nous continuerons de découvrir des outils et des techniques. En attendant, continuez d'explorer, d'apprendre et d'innover.